hot, boy. It's all about the motherfucking money. It's all about the motherfucking money. It's all about. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Bon. Mohamed Dia, enchanté. Bonsoir, ouais, enchanté. Là, on va faire une grosse interview. On va commencer à tous tes débuts pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tous tes débuts avant que tu sois dans la salle? Tous mes débuts avant que je sois dans la salle. Ouais. J'étais un jeune de cité comme tous les autres. Et on va dire, ma passion à moi, c'était de voyager, d'essayer de sortir du milieu là où j'étais. Ouais. Voilà. Donc j'étais avec une bande de potes, on s'occupait de, comme tous les jeunes de quartier, donc on faisait nos conneries. Mais l'une des choses que moi j'avais, qui était un peu différent des autres, c'est que moi j'aimais m'évader. Partir en voyage, aller à Cannes, aller à New York, voyager. J'aimais voyager, rencontrer des gens, voir un peu comment ça se passait en dehors de la banlieue. Ouais. Et à partir de quel moment tu as eu l'idée de lancer un événement? Bah, moi, quand j'ai eu l'idée vraiment de me lancer dans les vêtements, c'est quand j'ai vécu l'émergence du secteur. Voilà. Donc c'était des amis d'enfance, donc je les accompagnais sur des plateaux TV, etc. Et donc au début, les accompagner en tant qu'amis, c'est marrant, mais à un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là? À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire? Eux, ils sont dans leur univers, ils sont dans leur truc. C'est bien beau d'être ami, mais à un moment, je me sentais trop dans tout ça. J'avais pas ma place. Ouais. Et là, on était en quelle année, plus ou moins? Alors là, on était en 97. Okay. Ouais, c'est quoi, ils ont bien pété? Ouais, voilà. 97, 97, 80, 96, 97, c'était. Ouais. Okay. 85. Et toi, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, tu t'es dit en gros, ouais, je sers à rien, faut que, voilà, j'ai mon rôle dedans, quoi. J'ai une marque qu'on me regarde bizarrement, je vais lancer une marque de sable. C'était ça la première idée? La première idée, c'est que moi, à la base, dans mon groupe à la base, dans mon quartier, moi, j'étais un leader. Voilà. Donc, quand il y a eu quand il y a eu l'effet Sectora, j'étais plus un leader, j'étais un suiveur. Et je cherchais mes marques. Et ayant arrêté les conneries, il fallait que je reprenne le wagon, mais que j'ai une bonne place. Si possible, en première classe. Et j'étais perdu. Complètement perdu. Donc j'ai suivi, c'était un monde que je connaissais pas, donc j'avais des gros yeux, tout, à un moment j'ai dit putain, dans ce monde-là, soit j'existe ou soit je me barre. Et j'ai puisé au plus profond de moi-même, parce qu'à la base, je dis pas que j'étais un entrepreneur dans l'âme, mais j'étais un mec, j'aimais bien monter des business. Je venais d'avoir une pizzeria, je venais de la vendre, et je me cherchais. Et puis j'ai dit bon, étant fan de vêtements, j'ai peut-être qu'en faisant une ligne de t-shirts, peut-être que voilà, derrière j'arriverai à exister, à avoir une place en disant voilà, portez mes t-shirts et moi ça pourrait me faire un petit revenu, et au moins je pourrais exister dans le film. Voilà. Donc je pensais faire une ligne de t-shirt à la base avec le logo Sectora fait par le créateur Mohamed Dia. C'était ça le délire au début. Voilà. Et là, t'as quel âge là? Là j'ai 41 ans. Non mais enfin... Ah quel âge j'avais là? Alors, à l'époque j'avais quoi? J'ai commencé à 24 ans. Ouais, 24 ans. Ok. Ouais. Et donc tu as commencé à dessiner les t-shirts, faire des logos? Non, j'ai commencé à dessiner aux États-Unis, ça veut dire que j'allais aux États-Unis, j'achetais à l'époque, c'était Fubu, j'achetais tous les vêtements et j'enlevais des poches, etc. Je faisais des petits dessins, des croquis et j'allais les valider avec un mec qui avait une société de textile dans la zone franche. J'ai fait ça pendant 1 an, des va-et-vient, etc. Et lui, il m'avait dégainé des t-shirts et moi, les t-shirts, je les passais aux artistes du Sectora et à tous les milieux du rap. C'est-à-dire que j'allais à l'époque à l'affiche, j'allais voir tous les magazines, etc. Je leur donnais pour les rappeurs, etc. Certains prenaient, certains ne prenaient pas. À partir de quel moment tu es parti pour trouver un fournisseur, un vrai fournisseur Attends, juste avant ta question, pourquoi avoir choisi le nom Dia? Pourquoi pas inventer un nom ou un truc? Pourquoi avoir choisi le nom Dia? Honnêtement, c'est grâce à Kenzie. Il m'avait invité, comme il avait vu que je me débrouillais un peu, Kenzie il était invité à un séminaire Vibe à New York, donc j'avais pris l'avion avec lui. Et dans l'avion, je lui dis, voilà, ouais, moi je vais mettre ma marque de vêtements. Et on était en train de choisir en disant, est-ce qu'on fait la marque du Sectora ou c'est toi, c'est ta marque et tu habilles tout le monde? Et je lui dis, écoute, moi je verrai plus sur ma marque. Après il me dit, Mohamed, te prends pas la tête. Sois naturel, donne ton nom à ta marque. Je commence à Mohamed Dia, donne Mohamed Dia. Je fais, non, ça fait trop. Mais dans ce cas-là, donne Dia. Et dans l'avion, je réfléchissais, je me dis, quoi, ça va, Dia, Gap. Et après on est parti sur Dia. C'était à l'aller pour arriver à New York. Et quand je suis rentré, je savais qu'il fallait mettre Dia, donc j'ai fait toutes les dépositions, j'ai monté ma boîte direct. Okay. Voilà la petite histoire. Il y avait quelle marque qui existait déjà en France à l'époque? À l'époque, il y avait Bullrod qui était là. C'est tout? Non, pas Bullrod, Homecore.
Homecore qui était là. Voilà. Homecore qui était pas vraiment du streetwear, enfin ils faisaient des Ouais, c'était pas vraiment ça. Voilà. C'était classé pour le hip-hop, mais c'était pas vraiment. Exactement. Voilà. Et je me rappelle parce que moi, après, quand je suis revenu, j'étais reparti aux Antilles avec un ami à moi. Qu'on a un ami qu'on a en commun, on était dans l'avion et on tombe sur Joey Star. Et je lui dis, ouais, voilà, qu'on parle. Il dit, écoute, moi, les gens de chez toi, je les respecte, mais il me disait, moi, les ministères Hammer, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, vous êtes les gars de la rue, donc on a échangé, on a parlé. Et je lui dis, ouais, je vais faire ma marque de vêtements. Il m'a dit, écoute, tes vêtements, je les porterai, mais dépêche-toi parce que moi, je suis sur ma ligne de vêtements qui va s'appeler Comet, ce sera que des blousons en cuir, il me dit. Voilà le petit échange. Entre-temps, moi, je l'ai devancé, mais un an après, lui, il est venu juste derrière moi. Ok. Voilà. Ok. Et donc, à partir de là, avec le secteur A, c'était. Vous aviez signé des papiers, tu étais le partenaire officiel ou Alors, au début, il n'y avait pas de papier, c'était. Fais tes t-shirts et la plupart des artistes du secteur A qui portaient du Lacoste, Reebok, Reebok était entre guillemets la marque officielle du secteur A à cette époque-là. Parce que le secteur A avait un contrat avec Reebok. Chaussures, ouais, voilà. Voilà. Des chaussures au moins. Et j'ai dû faire un petit travail pour faire porter mes produits. Et les premiers qui ont adopté mes produits, c'était Arsenic. Le lien était très facile parce que j'avais fait toutes mes classes, enfin j'ai fait tout le collège avec Ligno dans ma classe. Donc il y avait déjà un lien qui était fait, et avec Calbo, il y avait quelque chose qui existait. Donc les premiers qui ont joué le jeu, ça a été très bénéfique pour moi parce qu'eux étaient vraiment attitrés à Lacoste. Ils n'avaient pas de contrat chez Lacoste, mais ils portaient que du Lacoste. Et le jour où ils sont arrivés sur scène et qu'ils n'ont pas mis du Lacoste, ils ont mis du Dia, les gens ont cherché à savoir c'était quoi. Et franchement, c'est ça qui m'a, on va dire, propulsé dans le milieu du sport, comme on disait à l'époque, sportswear. Je me rappelle, c'était lors d'un concert multi-artiste, il y avait beaucoup de rap sur M6. Exactement. Et c'est là, il y avait beaucoup d'artistes du secteur, mais beaucoup de rappeurs aussi, beaucoup de gens de la pop, de la dance. Et je me rappelle, c'était ce jour-là qu'ils ont mis la première fois. Et à partir de quel moment tu as signé parce que je me souviens, il y avait eu le reportage Capital, etc. Où je crois on montre quand tu fais ta signature de contrat. Alors c'était la deuxième année où j'avais commencé à bien travailler avec mon fabricant, et là après de mon premier fabricant on est parti voir le king de la distribution sur la France, qui était le groupe GAJ. Et au moment où le hasard fait bien les choses, au moment où j'étais en plein deal avec eux, je leur dis écoutez, moi, histoire de booster un peu le truc, j'ai les gens de Capital qui m'ont rappelé, parce que je les avais rencontrés une fois, et ils veulent faire un reportage sur moi. Ils ont dit ben pourquoi pas. Donc on va dire j'ai réussi à ramener tous ces protagonistes, tous les gens qui étaient le secteur A, les gens de GAJ, moi, et j'ai vendu le projet comme ça, et là ça a été très bénéfique. On peut parler des chiffres ou pas? Oui, on peut parler, oui bien sûr. Ouais. Bon, à l'époque, t'avais quel âge déjà à cette époque-là? 25, 26 ans je crois. Et du coup t'as signé pour combien chez eux? Bah, j'avais signé, je récupérais à l'époque, je récupérais un pourcentage du chiffre d'affaires. Je récupérais 7% du chiffre d'affaires. Voilà. Okay. Donc la première année, on comptait faire 1 million d'euros. On parlait en francs à l'époque, donc on voulait faire 6 millions. On comptait faire 6 millions de francs et on en avait fait 7 millions sur la première année. Ah ouais. Voilà, donc, et par contre, c'était quoi le deal? Moi, mon deal à moi, c'était la communication. Je faisais... Tu leur as vendu, tu leur as possédé? Non. Alors, justement, j'en profite pour bien expliquer les choses. J'ai jamais vendu ma marque de ma vie. Jamais. Ce que je faisais à l'époque, et ce que la plupart des gens font, c'est qu'on cède une licence. On est propriétaire de la marque, on cède une licence à un groupe qui fabrique ton produit, qui le distribue, mais c'est moi qui gère la communication et le design. Ce que j'ai commencé à faire. Et on récupère des pourcentages sur le chiffre d'affaires. Tous les mois, tous les ans, ou tous les 6 mois, etc. Voilà. Donc moi, je gérais toute la communication et le design des produits. Et en ce qui concerne la fabrication et la distribution, c'était pris par les industriels, le groupe GAG. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a une période où tu étais partout, où il y avait les fournitures scolaires, les sacs à dos, je me souviens, il y avait la Redoute, Pinky, machin. Ouais, j'avais mis partout, j'avais vraiment inondé le marché et j'avais mis ma tête partout. Ouais. Mais c'était le but du jeu, parce que c'est une marque qui porte mon nom. Donc moi, je me vendais en tant que créateur. Et c'est la différence que je voulais créer comparé à d'autres marques, parce qu'il y avait des marques à l'époque qui étaient là aussi, mais qui étaient vraiment associées à l'image d'un rappeur ou à l'image d'un mouvement. Moi, je voulais vraiment faire passer en disant, voilà, il y a le secteur A, mais il y a un mec chez nous, c'est un mec, il adore la mode et il est toujours aux États-Unis, il est toujours à la pointe de
de la mode et voilà, c'est lui qui ramène les tendances, c'est lui qui voilà, nous c'est la musique, lui c'est les vêtements. Donc je me vendais moi en tant que styliste et en même dire par la suite du temps en tant qu'entrepreneur. Et combien de temps t'as enchaîné avec les fournitures scolaires après le lancement de ta marque Oula, ça s'est fait après, ça s'est fait 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans après. Hein. En général, tu mets quand on fait du bruit avec une marque de vêtements, après on a les licences qui viennent voir pour faire des cahiers, pour faire des housses de portable, des casquettes, enfin toutes sortes de trucs. Voilà. Après, c'est d'autres deals qu'on fait avec d'autres distributeurs. Ouais. Il y a un deal qui avait fait parler aussi à l'époque, c'est le deal avec la NBA. Ouais. Tu peux nous en parler? Le deal avec la NBA, ça a été que moi, j'ai tellement vendu mon histoire où les caméras venaient filmer ma chambre, il y avait c'était tapissé de posters de Michael Jordan. Et un jour, j'ai fait une interview dans un magazine qui s'appelle Mondial Basket. Et je disais comme quoi que moi, la NBA, ça faisait partie de mes rêves et que j'étais fan d'une marque aux États-Unis qui s'appelle Fubu, qui avait fait une licence avec la NBA. Et on va dire un mois après, on m'appelle au bureau, on me dit ouais, les gens de la NBA veulent me voir. J'ai été les voir et puis ils m'ont demandé de participer, de leur donner des idées comment développer la NBA en banlieue, etc. Et moi, j'avais un projet tout réchauffé que j'ai déballé direct. Ah ouais. Voilà, et les choses ont été très vite. Okay. Enfin, ça a pris un an, mais ça a été très vite. Et ça, on est en quelle année, là, à cette époque-là? Là, on est en 2000. 2001. Ok. 2000, 2001. Ouais. Et là, c'était aussi un bon contrat? C'était un très très bon contrat. J'ai plus gagné en image qu'en argent. Voilà, en image et en crédibilité. Là, ça a permis de faire la différence avec mes concurrents de l'époque. Parce qu'eux, ils étaient des marques de vêtements sportswear, venus de la banlieue, moi aussi, mais il y avait une différence. C'est que moi, je jouais dans la cour des marques de sport, Nike, Champions, Reebok, tous ces gens-là. Parce que j'avais le label NBA sur une collection de mes produits. Okay. Voilà. Ça veut dire quoi que t'as habillé, moi je sais pas si j'étais concentré sur le truc, mais t'as habillé... T'étais sponsor comme champion là-bas? Non, alors moi j'avais une licence de vêtements après match. Voilà, donc tout ce qui était survêtements d'entraînement, jeans, casquettes, parce qu'à un moment la NBA voulait vraiment communiquer, voulait vraiment faire un lien avec le milieu entre guillemets rap, street, donc ils avaient une marque et c'était la mienne. D'accord. Voilà. Moi j'ai trouvé ça énorme à l'époque, je me suis dit, voilà. pour ça ça m'intéresse ce que tu me dis là, parce que je me suis dit c'est quoi, c'est un gros deal, c'est un petit deal, parce que c'est non, un mec de France, le truc c'est quoi, c'est que moi comme je dis, moi je ne pense avoir rien inventé, moi toutes les semaines j'étais à New York. Je marchais sur la 125 et j'ai acheté des vêtements. Il y a un moment, j'achetais un vêtement Fubu et je vois Fubu, licence, Fubu by NBA, un truc comme ça. Je dis putain, ils ont pris une licence NBA. Je dis mais en France, il y a peut-être un truc à faire. Et je me suis renseigné, ils me disent que cette licence-là, c'est que pour le marché américain. Et quand je suis rentré en France, j'ai fait une interview dans un magazine de basket et j'ai lâché le projet en disant voilà, moi je serais intéressé à être avec la NBA, etc. Et eux, ils m'ont appelé direct. Ok. Ouais. Et tu as fait un autre deal aussi avec les États-Unis, c'est avec Wyclef. Ouais. Là, c'était en quelle année? Ça, c'était 2003, 2004. Ouais. 2003-2004. Comment ça s'est passé, ça? Comment ça s'est passé? C'est que moi, un moment après la NBA, j'ai voulu lancer ma ligne sur le marché américain. Et ayant rencontré des distributeurs, etc., ils m'ont expliqué que j'étais pas l'enfant du pays. Si aujourd'hui je devais venir avec les valeurs streetwear pour l'Amérique, il fallait que je m'associe à une personne qui a une image. Personne qui représente aux États-Unis. Et il me disait, si demain tu es avec Jay-Z, mais Jay-Z était déjà chez Rocawear. Et donc j'ai mieux compris. Donc je suis rentré en France et j'ai rencontré Wyclef au Martinez à Cannes. C'était pendant le Midem, je crois. Et moi à l'époque, je me rappelle, j'habillais Magic System. Et Magic System était habillés tous en NBA by Dia, je crois. Et ils n'arrêtaient pas de m'appeler. Mohamed, il y a Wyclef qui veut te voir, je sais pourquoi. Ils ont vu les vêtements, ils disent c'est qui le noir qui a fait un deal avec la NBA, tout, c'est qui veut te voir. Et je l'ai rencontré. Et là, on a commencé à parler. Il m'a dit écoute, ce soir, je fais un concert, je vais t'habiller en NBA Badia. Et il a fait le concert. Le lendemain, il me dit écoute, moi, je monte à New York. Tu viens avec moi? Je dis ok. Je suis rentré en son jet, on est parti à New York. Dans son studio, je suis resté une semaine avec lui. Une semaine où il était en train de me dire qu'il va faire un comeback, qu'il va revenir avec son album, etc. Il faut qu'on fasse un business ensemble, etc. Et puis de là-bas, je suis resté une semaine. Après, je suis revenu à Paris, j'ai fait revenir mes investisseurs. Et puis après, on a monté un deal où là, on a commencé à développer la ligne Dia sur le marché américain. Okay. Refugees by Dia, voilà. D'accord. Et combien de personnes t'as sponsorisé Waouh. Beaucoup.
Beaucoup. Hein. Sponsor officiel, hein. On parle de quoi, d'individus ou des partenariats que j'ai fait? Non, juste un individu. Oh, il y a peut-être en avoir au moins une cinquantaine. Hein. D'accord. Hum. C'était quoi? C'était des contrats? Il y a des contrats argent, il y a des contrats dotation vêtements, il y a des contrats où directement j'ai des engagements auprès de leur association, il y a des contrats images, puis après il y a des gens qui venaient qui portaient les produits gratuitement. Et je dirais que les plus lourds même, ils ne demandaient pas d'oseille. Parce que je me rappelle une fois, à Cannes, au Festival de Cannes, je crois, c'était Bernard Tapie qui avait fait une interview sur le... Ah Bernard Tapie, bon lui je l'ai vu au culot, lui je l'ai rencontré aussi à Cannes, dans un hôtel, et il me regarde et je lui dis, écoute, ton visage me dit quelque chose, je venais de passer dans une émission. Et moi je l'ai bluffé, je dis, ouais, on s'est vu ensemble dans le studio avec Gynéco quand tu étais en train de faire le morceau. Et bon, je pense que Bernard Tapie, il a dû se dire, tous les noirs se ressemblent. Ah mais oui, je me rappelle. Je suis monté dans sa chambre et lui, il était en plein d'affaires, l'OM, etc., le Fosséa. Et donc je l'ai écouté, il me dit, écoute, t'as l'air sympa, si t'as un truc bien, moi je suis prêt à porter tes produits, à te représenter sur le plateau. Puis après j'ai enchaîné, et puis ça aussi, ça a été un déclic, parce que derrière, ça a sorti ma marque, pas du ghetto, mais les Blancs aussi ont dit, voilà, ça peut être mis aussi par, pas que par les mecs de la banlieue, quoi. Parce que si je me rappelle bien, c'était un polo ou un t-shirt, mais c'était avec le logo Dia. Voilà, la signature, ouais. Voilà. C'était un truc d'Israël. Voilà. Et avec lui, tu as fait plusieurs trucs après, ou c'était juste le... J'ai fait cette opération-là avec lui, puis après, on s'est vu après sur plusieurs endroits, petit clin d'œil, bonjour, sans plus. Puis après, bon, lui, c'était la période où il rentrait dans ses problèmes. Donc je voulais pas trop aussi le fatiguer. Donc j'étais. Voilà. Et le truc avec. Le deal avec Wyclef, finalement, ça a donné quoi? Le truc avec Wyclef, ça a super bien fonctionné sur la première année, parce qu'on avait monté une boîte. On était à 7e avenue, entre la 7e et la 16e. Je me rappelle, parce qu'on était dans un building, et juste en haut de nous, il y avait la marque, putain, je me rappelle plus, la marque de Russell Simmons. Fat Farm, qui était en dessous. Et moi, chaque matin, je croisais les gens de Run DMC, Russell Simmons dans l'escalier. On était vraiment dans l'endroit et on a commencé. On a dû faire 5 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la première année. Après. Là, on parle juste du marché des States. Ah, on parle du marché américain, on parle pas de la France. La France a cartonné. Moi, je ne mettais même plus un pied en France, pour vous dire. Et pour tous les interviews même que je faisais à l'époque, qui apparaissaient dans le Libération, etc., j'ai faisais des States. J'ai commencé à faire des télés aux États-Unis, des télés publiques, j'ai fait des reportages avec Wyclef, etc. Donc ça commençait à tourner bien. Et après, il y a eu le projet Refugee. Et le projet des Fujis qui devait refaire un comeback. Et c'est là qu'on est rentré dans des complications. Ah ouais. Parce que quand on utilisait le nom Fuji, il y avait après Pras qui voulait avoir sa part, il y avait Lauryn Hill qui commençait à péter les plombs, qui voulait pas voir sa photo sur certains t-shirts que moi j'avais fait. C'était une galère. C'était après un an où c'était des complications. Donc, on va dire, c'est les Fujis qui m'ont tué. Voilà. Et après, Wyclef, derrière moi, Wyclef, il n'avait pas le retour d'image que je voulais parce que les Américains attendaient plus Wyclef sur les Fujis que sur lui-même. Ouais, son solo, ouais. Voilà, donc ça a été très compliqué. Donc après, on a fait une deuxième année où on a vraiment déstocké tous les produits qu'on avait. Et puis après, Wyclef, on a gardé de très bons rapports. Et puis après, Wyclef s'est séparé de son groupe, ça a été très compliqué. Ok. Voilà. No limit to my money, I should get a tank. They walk me through the back, entering the bank. Base running errands, so I'm giving. Commencer à gagner de l'argent très vite. Il y a forcément un moment où on pète les plombs, où voilà, on dépense à tout va, etc. Après, on est rattrapé par plusieurs choses. C'est ce qui m'est arrivé, bien sûr, ça je le reconnais. Et j'ai même la chance que ça m'est arrivé, parce qu'il y a certaines personnes dans leur vie, ça va peut-être pas leur arriver. A nigga sleeping with your missus, nigga call me young mellow, cause scoring is my shit, boy. I'm CP3 cause I be dishing and handling the rock, chef cooking with the pot, boy. It's all about the motherfucking money. It's all about the motherfucking